Bon, ça fait pas mal de monde à qui la cybersécurité fait de l'œil. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour cette session sur la cybersécurité et principalement le hacking. On va surtout voir dans cette session que passer de temps en temps du statut de développeur à hacker pour savoir casser, c'est aussi savoir protéger. Je vais me présenter, je m'appelle Florent Toulmont, je suis architecte cybersécurité et solutions au sein du groupe Softeam, qui appartient à La Poste, que tout le monde connaît bien. Je suis aussi hacker éthique, principalement dans un but de formation et CTF player sur des plateformes comme RootMe ou IRL, du coup sur le Brest CTF. Premier disclaimer, ce talk n'a pas vocation pour vous montrer comment hacker un système ou une application. Ou pas vraiment. En fait, vous savez déjà toutes et tous le faire, ou au moins vous en êtes pas loin. Et bien, c'est bien le but, et on va montrer comment et pourquoi. Deuxième disclaimer, et celui-là il est important, j'ai mis beaucoup de texte, personne ne le lira. Et en fait, c'est pour vous dire que on va parler ici de hacking éthique. C'est-à-dire que le fait juste de tester si une URL vous semble juteuse, etc., ou si vous voyez un numéro qui se balade, etc., juste de tester pour voir, c'est illégal. Il y a plus de 2000 articles de loi, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'euros d'amende, et c'est des années de prison. Donc, juste pour tester, ça ne marche pas. C'est quelque chose de très illégal. Et donc, du coup, il faut avoir une autorisation dûment validée et signée, etc., pour faire du piratage sur un serveur. Par contre, si vous êtes en local ou sur une plateforme qui est faite pour, allez-y, faites-vous plaisir. Mais c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. La cybersécurité, c'est un enjeu majeur pour les entreprises, les gouvernements et les particuliers. On a des hacks tous les jours, etc. Dans nos domaines, du coup, on a principalement le cloud, l'IA et aussi la cyber. Et c'est un virage qu'il faut prendre aussi pour les devs et les ops, de savoir faire de la cyber et de savoir les craquer, de savoir comment on est attaqué, de savoir comment s'en protéger. Pour énoncer un petit peu ça, je vais vous donner quelques petits chiffres de la cyber sur le monde. Sur 2025, du coup, il y a eu 900 millions d'attaques dans le monde. 900 millions d'attaques cyber. Les chiffres aussi financiers sont assez astronomiques. On est à 10,5 trillions de dollars de pertes financières. Donc ça rassemble un petit peu les pertes, ce que les entreprises ont dû payer, mais aussi les pertes en images. C'est vraiment des éléments très importants financièrement. Pour la France, c'est juste 120 milliards. Donc c'est vraiment énorme. Les pays les plus attaqués, c'est les États-Unis et le Royaume-Uni. Et derrière, il y a un match entre le Canada et la France. Avant, on était un petit peu plus loin, mais les JO nous ont fait remonter d'une place. On était mis en lumière, donc plus attaqués. Et du coup, c'est vraiment un problème mondial qui touche les entreprises, les particuliers et les gouvernements. Quand on parle de hacking, on parle de qui? Alors, il y a plusieurs sortes de hackers. Il y en a trois principales. Du coup, il y a le black hat, le grey hat et le white hat. Le black hat, c'est assez simple. Du coup, c'est l'image qu'on se fait de base du hacker. Il n'est pas là du tout pour l'éthique, aucune idéologie. Il est là pour faire de l'argent. Il est là pour aller récupérer des données et les vendre sur le dark web ou accéder à un système et chiffrer pour que derrière l'établissement paye des centaines de millions d'amendes ou des bitcoins, etc. Donc ça, c'est vraiment le mauvais hacker. On a le grey hat qui est un petit peu moins connu. C'est un hacker qui va être plutôt idéologique. Il a une certaine éthique, il a énormément d'idéologie et il n'est pas forcément là pour l'intérêt financier. Même si faire perdre de l'argent à une entreprise qu'il n'aime pas, ça l'intéresse toujours. Je vais prendre un exemple tout bête. À un moment, du coup, je travaillais pour une entreprise d'agroalimentaire agricole et on échangeait avec le ministère de l'Agriculture sur une analyse de risque. Et dans l'analyse de risque, ils avaient très peur de L214. On se dit, c'est pas leur biais de faire hacking. Sauf que dans L214, il y a des gens qui ont des compétences de hacking et du coup, dans les solutions, dans les applications qu'on proposait, et bien du coup, les gens d'L214 qui pourraient ne pas être d'accord avec telle solution ou telle entreprise, etc., vont essayer d'aller pirater les choses. Et du coup, on va essayer de s'en protéger. Du coup, le hacker Grey Hat, c'est un hacker idéologique. Et il y a plein de manières du coup d'être pas d'accord avec un tel ou un tel sur la religion, la politique, les positionnements, etc. Voilà. Le dernier hacker, et c'est bien de celui-là dont on va parler, c'est le white hacker. C'est le pen tester. Il est là avec une forte éthique, beaucoup d'idéologie. On appelle ça aussi le hacker éthique, tout le long. Aucun intérêt financier, mis à part la paye à la fin du mois. Et du coup, lui, il va être là pour tester la sécurité des applications. Et c'est bien ce chemin-là que les devs et les ops devraient faire un petit peu, parce que tester en amont nos éléments, ça nous permet de les sécuriser avant. On va parler aussi uniquement du white hat et pas black hat et grey hat, parce que ces deux-là, c'est prison. On revient au disclaimer numéro 2. Globalement, dans la cyber, il y a deux équipes.
Il y a une équipe du coup Blue Team dont on fait toutes et tous partie. Donc c'est les ops, les devs, etc. On va mettre en place de la sécurité offensive, de la gestion des incidents. On va durcir nos applications, durcir nos OS pour qu'on ne se fasse pas craquer. On va sécuriser nos infrastructures histoire que les hackers ne se baladent pas dans notre réseau. Et de l'autre côté, on a plutôt une équipe Red Team qui elle va faire de la sécurité offensive, qui va avoir les compétences du coup pour aller claquer les applications, qui va exploiter les vulnérabilités, qui va faire du contournement du coup d'une application, la tordre un petit peu pour arriver à ses fins, ou contournement d'OS si l'OS du coup a une faille. D'ailleurs Linux du coup il y a une petite faille qui est sortie dernièrement importante, et qui va faire aussi du traversé d'infrastructure. C'est-à-dire que c'est pas forcément la première application qui est exposée qui va être attaquée, on va essayer d'attaquer souvent derrière. Des fois c'est moins protégé. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question en tant que ops, en tant que développeur, c'est de temps en temps de passer de l'équipe Blue à l'équipe Red pour se dire est-ce que ce que j'ai mis en place, est-ce que moi je pourrais le craquer? Et pour ça, en fait, il y a un adage que j'aime bien utiliser en cybersécurité, c'est connais ton ennemi et connais-toi toi-même. On se connaît assez bien, on met en place du coup des éléments, etc. Mais il faut connaître l'ennemi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller sécuriser à fond la porte de devant, c'est bon, elle est clean, elle est passée tout. Mais il y a une porte de derrière qui est ouverte. Donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire le hacker? Il va tester 30 secondes la porte de devant. Bah non, mais sauf que si la porte de derrière est ouverte, il va passer derrière, et c'est fini. Et donc du coup, de notre côté, Blue Team, on va mettre en place du coup des règles de sécurité. Je vais passer rapidement du coup sur des règles de base. Voilà, pas de mot de passe dans le code, on vérifie les rôles avant de faire une action, on chiffre les données, on fait une gestion des sauvegardes. Ça, c'est les règles de base que tout un chacun essaie de mettre en place. Comment on peut faire en sorte du coup, que ces règles du coup, soient bien appliquées? Un des éléments principaux côté défense pour se connaître soi-même et se vérifier au niveau de ce qu'on produit pour nos clients, on va utiliser beaucoup l'intégration continue. C'est vraiment un élément majeur, c'est-à-dire à chaque commit, il va y avoir toute cette vérification. Il y a 5 points globalement qui sont à vérifier. Du coup, une analyse SAST du code, c'est une analyse statique, du coup, avec des éléments assez connus comme Sonar, SEMGREP ou Snyk. On va avoir aussi une analyse de dépendance. C'est les dépendances du coup qu'on importe de notre code pour faire X ou Y chose. Et ben, ces dépendances, elles ne sont pas forcément sûres. Il y a plein d'exemples et on y viendra. Je vous en montrerai un du coup en toute fin. Et là dans les outils, on va voir OWASP Dependency Check, Snyk encore, Dependabat et Renovate. Il y a eu une conf il y a 2 ans du coup sur ces 2 éléments-là au Devox. C'était vraiment très 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 intéressant. Une gestion des secrets, comme je t'ai dit, on ne met pas les secrets dans le code. Et donc, du coup, on va avoir des outils qui vont les vérifier, qu'on n'a pas laissé traîner de secrets, d'API key, etc. Ça arrive très très souvent. On peut rigoler rapidement, mais c'est des choses qui arrivent très souvent. Et du coup, dans notre CI, automatiquement, on va utiliser des outils comme GitLeaks, Trufflehood ou GitGuardian qui vont aller vérifier ces éléments-là. Dernier élément, on a super vérifié notre application. Elle est d'un côté, elle est clean. On va prendre un conteneur Docker qui est clean aussi, qui est officiel, etc. Mais il n'y a rien qui nous dit que les deux ensemble ne forment pas de faille de sécurité. Et donc, du coup, on va utiliser des outils comme Trivy, malgré ce qui lui est arrivé au niveau de son petit piratage, on en reparlera, Gripe ou Claire, qui vont aller vérifier cette mise ensemble. Dernier élément, c'est de l'analyse de DAST, donc de l'analyse dynamique, c'est-à-dire que là, on va prendre notre application, on va l'instancier sur un environnement du coup, de test. En nightly build, du coup, ça marche très très bien. Et là, on va passer des outils comme OWASP Zap ou Burp Suite, qui vont permettre de faire des tests en live, qui vont envoyer des milliers et des milliers de requêtes avec des hacks de base, pour voir si notre application est solide. Pour savoir comment notre application est solide, etc., on va essayer de savoir qu'est-ce qui est attaqué dans nos applications, dans les scripts qu'on génère. Il y a 3 éléments. C'est la triade CIA, Confidentiality, Integrity, Availability. L'availability, du coup, c'est la disponibilité de notre application. Et donc, du coup, pour attaquer ça, qu'est-ce qu'on va faire du coup, pour rendre notre application indisponible? Alors, il y a la fameuse attaque DDoS. On va envoyer des milliards, des terras de requêtes pour que le serveur, il en ait plein la tête et du coup, il éclate. Autrement, on peut essayer d'aller être un petit peu plus subtil et de voir que sur X ou Y page du coup, de l'application, il y a une page qui met 1 seconde et demie à répondre. OK, il y a beaucoup de calculs derrière. Donc, du coup, je vais faire beaucoup d'appels sur cette page-là. Si on n'a pas un request limit, du coup, tous ces centaines, ces milliers d'appels, du coup, ça va mettre en rade du coup, le serveur parce que le CPU en aura plein la tête. On a attaqué la disponibilité. La confidentialité, elle est assez simple au final. Du coup, une application du coup, qui va contenir des données médicales, des données bancaires, des données personnelles, qui sont partout sur le net, nos données personnelles. Et bien du coup, les hackers, ils vont attaquer justement la confidentialité des données, ils vont les récupérer pour aller les revendre sur le dark web. Le contrat de confidentialité est rompu. L'intégrité, encore une fois, elle est assez simple. Je vais aller modifier la valeur des données. On va prendre un exemple tout bête. Je vais aller craquer une application bancaire, j'ai 100 € sur mon compte, je me retrouve avec 100 millions.
j'ai modifié l'intégrité de la donnée, et il faut que je trouve un pays qui ne pas vers la France. Et du coup, c'est ces éléments-là. Donc, vous devez vous poser les questions dans l'application que je fais. Est-ce qu'il y a moyen de X ou Y manière de modifier un de ces trois éléments-là? Comment on va faire côté hacking pour aller voir ce qu'il y a dans notre application, qu'est-ce qu'on a exposé? Il y a plusieurs outils, donc du coup, une partie reconnaissance et scanning qui est très 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 importante. C'est qu'est-ce que vous exposez à Internet, quels sont vos vecteurs d'attaque? Eh bien, Nmap, par exemple, il va aller scanner tous les ports et les services qui sont disponibles. Il va aller vérifier jusqu'au niveau de version. Il peut retrouver l'OS, il peut retrouver le nombre de sauts qu'il a fait, etc. Ça va permettre du coup d'analyser la surface d'attaque. Deux outils que j'aime beaucoup, qui sont Fuff et Dirbé, qui j'aime beaucoup en web. Souvent, en fait, on croit qu'on a des URL qui sont un peu cachées, etc., qu'on ne connaît pas et tout. En fait, ces outils-là, ils vont scanner suivant des listes. Ils ont des listes déjà préfaites. Et ils vont aller voir, est-ce que sur telle URL, est-ce que ce fichier ou ce dossier existe là? Un exemple, du coup, le point Git. Il est arrivé, sur des cas réels, qu'il y ait des gens qui mettent le point Git sur le serveur de prod. Ils se disent, c'est bon, il n'est pas référencé, j'ai le point Git, mais personne n'ira dessus. Fuff et Dirbé, ils mettent 2 secondes à le trouver. Derrière, une fois qu'on a le point Git, il y a des outils, encore une fois, qui vont récupérer tout le pattern de fichier du point Git, et vous faites de l'open source. Merci, bisous. Deuxième élément sur l'analyse de vulnérabilité, on en a déjà parlé, du coup, OWASP, ZAP et Burp Suite, du coup, qui font des attaques, du coup, automatiquement, avec des patterns, du coup, très connus. SQL Map, c'est un outil que j'aime beaucoup parce qu'il permet de tester les injections SQL, du coup, dans une application. C'est-à-dire qu'on va avoir une page web, par exemple, avec un ID de page ou n'importe quoi. Et en fait, il suffit de lui donner la requête qu'on a fait, donc PostGet, n'importe quel verbe, on s'en fiche. Et du coup, lui, il prend cette requête-là et il va modifier petit à petit tous les petits paramètres, la langue, il peut modifier tous les paramètres de la requête pour voir s'il peut avoir une injection SQL à faire à tel ou tel endroit. Il suffit qu'il y ait juste un seul paramètre et c'est fini. Suivant les capacités du coup, de la base de données derrière, on peut se retrouver avec un reverse shell, on peut aller exfiltrer la base de données, avoir tous les mots de passe, etc. C'est très très simple et c'est un outil préintégré. Par contre, outils préintégrés et d'exploitation, on a des outils que j'aime bien, qui sont Metasploit, typiquement sur des exploits d'Xoo qui sont connus, je sais pas, on va prendre Apache, telle ou telle version, etc. Et ben, si c'est sur exploitDB, souvent, le leak du coup, de telle vulnérabilité, on a pu détecter, grâce à l'analyse juste avant, qu'on avait tel serveur en face, on sait qu'il y a une vulnérabilité, souvent il est sur Metasploit, c'est juste préutilisé, on met l'URL, le port, hop, ça marche tout seul. Il fournit aussi des payloads avec des reverse shell, des attaques du coup un petit peu tordues. C'est déjà intégré. Deux outils ensuite que j'aime bien, c'est John the Ripper et Hashcat. Eux, c'est pour faire du cracking. On va craquer en général les mots de passe qui sont déjà chiffrés. On va par exemple aller craquer des tokens JWT. C'est assez pratique et moi j'en ai fait plusieurs avec un token JWT avec le nom de l'entreprise et l'année. Bravo, super secret. Et ben ça, Hashcat, il le craque en 20 secondes. Et c'est fini. Et du coup, vous pouvez modifier le token JWT et vous donner ce que vous voulez. Dans les autres outils OS et tout, je ne pouvais pas passer à côté de Kali et Parrot OS. C'est deux OS qui ont été créés en 2013, du coup mars et avril 2013. On peut faire du hacking depuis Windows, tranquillement, depuis Mac. Il n'y a pas besoin d'être sur un OS. En fait, l'intérêt de ces éléments-là, c'est que y a déjà John the Ripper qui est mis, il y a Metasploit, il y a Hashcat, il y a SQL Map qui sont déjà intégrés. C'est vraiment ça la puissance de ça, c'est que voilà, c'est déjà intégré, il y a juste à se faire sa petite VM avec l'OS et ça marche tout seul. Un autre outil, et je sais qu'il y a eu des confs au Devox dessus et c'est très important, c'est Exegol. En gros, souvent on va naviguer du coup voilà Python 2, Python 3, etc. Super chiant de changer d'éléments. Là, c'est un tas de Python et de Docker et du coup on va gérer nos attaques du coup dans un environnement Docker. Et donc, du coup, on isole bien ça. Donc, c'est des trucs qu'on peut utiliser et qu'on peut découvrir qui sont vraiment très intéressants. Il y a surtout deux éléments qui sont très importants du coup, quand on va faire du piratage. C'est la curiosité et les connaissances. Il faut être curieux, il faut vouloir aller tordre l'application. OK, l'application a fait ça, mais est-ce que je peux l'utiliser d'une autre manière? Et peut-être qu'on aura des bons résultats. Il y a pas mal de connaissances à avoir. Du coup, en connaissant en profondeur certains éléments de cryptographie, des protocoles, etc., et bien du coup, on peut trouver des failles sur ce qui a été déployé en face de soi. Il faut que vous soyez aussi acteur et hacker. Pourquoi? Parce que du coup, il faut agir en amont. Une faille, comme je l'ai dit, on a vu les coûts tout à l'heure, ça coûte très 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 cher. Souvent, la cybersécurité, il n'y a pas ou peu de moyens. Mais dès qu'il y a une faille qui arrive, prends tout le temps que tu veux, c'est bon, il faut absolument la corriger maintenant. Sauf que la perte en image, elle est déjà faite, c'est fini, c'est game over, on peut aller corriger, mais sur une entreprise qui fait de la confiance, etc., typiquement, avec Trivy qui s'est fait claquer, on va avoir moins tendance à l'utiliser, et encore, je ne le blâme pas.
Et donc du coup, il faut vraiment agir en amont. Comment on agit en amont? Donc du coup, le coût d'une faille, c'est immense. Le coût de correction aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé tout notre processus du coup de création de l'application, donc on a fait notre build, on a fait notre test, il y a peut-être une recette, il y a peut-être une homologation, etc. Une fois qu'il y a une faille de sécurité, c'est retour à zéro. Et là, il faut repasser toutes les phases, etc. Donc c'est peut-être des gens qui vont aller refaire la recette, etc. Donc tout ça, ce coût, il est intégré. Pourquoi il faut faire du hacking aussi? Parce que les SAST et les DAST, dont j'ai parlé tout à l'heure, ne détectent pas tout. Je vais prendre un exemple du coup d'une SQL injection second order, où on a injecté une donnée sur les premières pages, par exemple un nom d'utilisateur, et 17 pages plus loin, en mettant une nouvelle donnée qui va être liée au premier élément qu'on a mis, et bien du coup, on va pouvoir avoir une injection SQL. Et ça, les SAST et les DAST, ils les détectent jamais. Aussi, le faire en amont, c'est faire du secure by design, c'est faire de la sécurité dès la conception, c'est remettre en question son code. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est secure? Et la sécurité, c'est la qualité. Si on met en place du coup de la sécurité de notre côté, eh bien du coup, on va livrer à nos clients des éléments qui sont plus qualitatifs. Quels sont les domaines de la cyber? Parce que du coup, c'est un monde qui est assez vaste et qu'on ne connaît pas forcément. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que j'en fais énormément. Et du coup, j'ai découvert plein de domaines. Donc, il y a web client, web server. Du coup, ça, on en arrive rapidement à savoir ce que c'est. Du coup, il y a tout ce qui est scripting. Du coup, c'est plus les scripts utilisés par les ops. Tout ce qui est système aussi, l'exploitation des librairies système et pouvoir les bypasser. La cryptographie, bien sûr, remettre en cause les protocoles cryptographiques, savoir les craquer. Et il y a plein de protocoles cryptographiques qu'on utilise qui sont un peu claqués au sol. Et on les utilise du coup, sans savoir qu'ils sont verrouillés. Je vais vous donner un exemple du coup, tout à l'heure. Il y a le forensic, qui était un élément que j'ai découvert, qui est super intéressant. Typiquement, l'attaque par supply chain fait partie du forensic. Savoir du coup qu'est-ce qui a été récupéré par l'utilisateur, comment un hacker est venu sur notre infra. Et le fait de se poser des questions sur la partie forensic, on pense tout de suite logging, metrics, etc. Réseau, bien sûr, traversée d'infraréseau. La stéganographie, c'est un élément qui est très marrant parce que du coup, c'est cacher une information dans une autre. Typiquement, avec des compétences en stéganographie, on peut aller fournir un PDF, et si ce PDF-là, dans l'application, on sait qu'il y a un chiffrement ES, le PDF devient un bash ou devient un exe, et s'il est exécuté, c'est game over. Le cracking et malware, du coup, c'est la mise en place du coup d'éléments, surtout sur de l'embarqué, ou par exemple, voilà, le cracking malware, par exemple, le cracking du coup sur les consoles, des dépassements, des débordements de mémoire, etc. C'est les compétences de cracking. L'OSINT, c'est de la recherche du coup d'informations en source ouverte. On va partir directement sur des exemples. Un exemple très simple, tranquille, pour démarrer. C'est la XSS. Vous avez tous entendu parler, mais qu'est-ce que c'est pour de vrai? Qu'est-ce que c'est vraiment une exploitation XSS? XSS, du coup, c'est du front-end, du coup, c'est la cross-site scripting, c'est la top 5 de l'OWASP. On va prendre un exemple. Mettons qu'on a un site web sur lequel, du coup, un hacker, et je dis pas que j'ai déjà fait ça, envoie un code malicieux en JS. Mettons que ce site web enregistre ce truc-là, un livre d'or ou n'importe quoi, et mettons que le code JS, au lieu de faire juste un alerte auto, ce soit un fetch et qu'il envoie le cookie de l'utilisateur. Si le site web stocke ça et qu'il l'affiche à n'importe quel utilisateur derrière, n'importe quel utilisateur, on va prendre notre petite victime, qui va se balader, il va arriver sur la page sur laquelle j'ai injecté mon petit JS qui va s'exécuter. Qu'est-ce que fait le serveur? Il va répondre à l'utilisateur, on arrive au navigateur de la victime. Le navigateur, qu'est-ce qu'il fait son taf? Une partie, c'est d'exécuter le JS, sauf que le JS, c'est lui prendre le cookie. Le cookie, il arrive directement sur mon petit serveur que j'ai préparé en avance. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire après? Du coup, il suffit d'aller récupérer le cookie sur notre petit serveur, et ensuite, je me connecte sur le site web en tant que la victime. Et là, du coup, dans ce type d'attaque, je pollue tout le monde. C'est-à-dire tout utilisateur qui voit cette page, c'est game over, j'ai son cookie. Et si j'arrive pas à avoir son cookie pour X ou Y raison, je peux avoir toutes ces informations. Je peux exfiltrer de l'information. Une fois qu'on a la main sur le JS, on peut exfiltrer du coup l'information, toutes les informations de la page. Comment on s'en protège de ce genre de choses? On vérifie les inputs utilisateurs. On peut vraiment pas passer à côté. Tout ce qui vient d'Internet, c'est l'enfer. Et donc du coup, on les vérifie drastiquement. On utilise les CSP aussi, les Content Security Policy. Je vois trop peu de sites qui n'utilisent pas ça. En fait, c'est les garde-fous des XSS. Les XSS, ça peut arriver partout, à n'importe quel moment. Et voilà, et ça arrivera. Il n'y a pas trop de problème. Mais si on a CSP du coup, pour faire garde-fou, typiquement, dans mon attaque, j'ai exécuté du JavaScript inline. Si dans la CSP, on est dit, sur mon site, niet l'exécution du JavaScript inline, j'aurais peut-être fait mon injection.
mais il ne sera pas exécuté. Du coup, on a eu un garde-fou d'une XSS. Là, je vous ai montré aussi un exemple du coup d'une XSS stockée. C'est vraiment la XSS la plus basique, la plus compréhensible. Il existe plein de formes de XSS, les CFXSS, les Reflected XSS, les XSS sur le DOM. Et donc, du coup, il faut s'entraîner à les pratiquer pour les connaître, pour pouvoir du coup s'en protéger. Mais déjà, juste savoir qu'elles existent et comment ça marche, c'est important. On va passer côté back-end parce qu'il y a une faille très importante qui est LiDAR. C'est la top 1 de l'OWASP du coup 2025. C'était aussi la top 1 de l'OWASP du coup sur l'OWASP 2021. C'est la plus grosse faille qu'on retrouve sur les sites web. LiDAR, c'est l'Insecure Direct Object Reference. On pense à la NTS, là, il y a 19 millions de données qui ont fuité sur Internet. Du coup, peut-être vous, peut-être moi. Et ben, c'est une LiDAR. Toute simple. Je vous invite du coup à vous renseigner dessus. Et c'est vraiment tout bête. On va voir comment ça marche une LiDAR. Mettons qu'il y a un site web qui génère des factures pour ses utilisateurs, un site web de base. Et donc, du coup, l'utilisateur va s'inscrire. Du coup, il va sur monsite.fr/inscription. Ensuite, il va demander de générer sa facture. Monsite.fr/créer facture. Le site lui crée sa facture. Facture générée sous l'ID 12345. Et comme ça, l'utilisateur va la consulter sur monsite.fr/facture/12345. Je pense que vous commencez à sentir venir le truc, là. Le hacker, qu'est-ce qu'il va faire quand il va venir? Le hacker, c'est un utilisateur de base. Donc du coup, le hacker, il va s'inscrire, comme tout le monde. Il va générer sa facture comme tout le monde, ça tombe bien, c'est le taf du site. Le site web va lui générer sa facture sur l'ID 12346, et il va la présenter au hacker sur la facture 12346. Sauf que quand on est hacker, quand on voit ce genre de choses dans les URL, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que je suis capable d'aller regarder le truc d'à côté? Souvent, c'est pas sécurisé. Et du coup, je tape l'URL, 12345, ça marche. Du coup, j'ai récupéré les données de l'utilisateur d'à côté. Sauf que là, j'ai craqué une seule personne. C'est presque pas drôle. Sauf que du coup, je suis en informatique. Du coup, je vais faire un script. Et je vais faire un script qui va mouliner tous les ID, un par un, jusqu'à 0. Et du coup, j'aurai filtré toutes les données de tout le monde. C'est aussi simple que ça. Et c'est la première de l'OWASP, du coup, depuis plus de 4 ans. Ça marche aussi très bien avec user 1, 2, 3, 4, 5, avec document 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc vous pouvez user et abuser de ce genre de choses. Mais du coup, quand on le crée, c'est important de se poser la question, est-ce que j'ai bien vérifié les droits? Est-ce que j'avais bien accès à cet utilisateur-là? Soit parce que je suis admin ou X ou Y chose, et bien du coup, on vérifie les droits. Comment on se protège de choses, justement? On vérifie les rôles sur chaque appel. Ça va être vraiment une exception, le fait qu'une donnée soit publique. De base, une donnée n'est jamais accessible. Exceptionnellement, elle est accessible à tout le monde. Et comme ça, en fait, on vérifie à chaque fois. On n'utilise pas aussi les ID incrémentaux en public, il faut arrêter. Alors c'est très pratique côté back-end, je viens du développement back-end, mais du coup côté URL, on va utiliser des slugs, on va utiliser des UID, et comme ça on va les transformer quand ça arrive sur le back-end pour avoir les ID de notre petite base de données, et ça marche très bien. On va continuer sur le back-end avec la deuxième attaque qui est aussi top 1 de l'OWASP. En fait, les SSRF et LiDAR ont été fusionnés en top 1. Elle était top 8 du coup sur le 2021. La SSRF, c'est Server-Side Request Forgery. Donc du coup, en fait, on va faire en sorte que le serveur fasse une requête pour nous. Et ça, c'est super cool et super intéressant. On va prendre un exemple avec un petit site web qui a son petit serveur de production. Et le site web, du coup, derrière, il a un petit Redis pour gérer le cache et les sessions. Si un hacker arrive, le site web, s'il propose une fonctionnalité, par exemple, du coup, d'appeler une URL du coup, pour récupérer le nouvel avatar, voilà, je veux changer d'avatar, tiens, donne l'URL du coup de l'avatar. Du coup, une URL en HTTP quelque chose, on va chercher mon image de chat. Sauf qu'un hacker, il ne va pas donner ce genre de choses. Il va envoyer un script de découverte, il va spammer les URL jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. Donc au lieu d'envoyer sur HTTP mon site d'image, etc., il va envoyer sur HTTP localhost, et il va faire varier les ports. Et aussi, il va taper dans les URL locaux, sur les IP locales. Au bout d'un moment, on va scripter ça, on va trouver du coup, des URL qui croustillent un petit peu, qui ne font pas des timeouts. Aussi, ce que je n'ai pas précisé, c'est que là, j'ai parlé d'HTTP, mais il n'y a rien qui nous interdit de faire une requête pas HTTP. Je peux faire du FTP, du LDAP, etc. Là, on a une requête du coup dictionary qui nous répond, qui arrive sur tel IP et sur tel port, le port 6379, port de Redis, et on a envoyé le test, un truc tout bête. Et du coup, le serveur nous répond erreur. Et donc, du coup, l'affichage du site web nous répond erreur. Mais ça, c'est cool, ça veut dire qu'on a provoqué une erreur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui a fait une erreur et qui nous a dit ah, ça marche pas. Forcément, j'ai envoyé test. Mais vu que maintenant que je sais que c'est du Redis, je peux envoyer des trucs un petit peu sympas.
je vais aller envoyer une requête du coup, pour modifier la localisation de la base Redis. Et je vais lui dire, le Redis, set ton directory, mets-toi dans var spool cron. Donc pour ceux qui font un peu de système, ça va commencer à tilter un petit peu. Ensuite, du coup, je vais changer le nom de la base de données. Du coup, c'est le fichier de Redis qui va être stocké à l'endroit que j'ai défini. Le nom de sa base de données, je vais lui dire que c'est root. Donc du coup, on va avoir un fichier qui s'appelle root dans var spool cron. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on va lui mettre dans ce fichier? On va lui donner des données à notre base de données Redis. On va lui donner comme données 5 étoiles. Ensuite, on va faire un bash -i et on va envoyer du coup tout ça sur une épée import. Alors en fait, ça, c'est un reverse shell. C'est-à-dire qu'on ne connaît jamais le chemin pour aller au système. Il y a toujours des reverse proxy, etc. Par contre, du coup, si c'est le serveur qui se connecte à l'IP et au port qu'on a choisi et qu'il nous crée un shell, du coup, on sera sur le shell. C'est comme si on était sur le serveur. Il n'y avait pas besoin de faire des SSH descendants. C'est lui qui vient se connecter à nous. Et donc là, si on a fait un petit peu de cron, on sait que est exécuté toutes les minutes cet élément-là. On va envoyer une sauvegarde de notre base Redis. Et du coup, une petite minute après, qu'est-ce qui va se passer? Le cron est passé, il a exécuté pour l'utilisateur root le bash reverse, et donc du coup, on a bien un shell sur le poste de l'attaquant. On a tué le serveur Redis, tout simplement. C'est pas des commandes de fou, hein. Mais du coup, là, je suis en route sur le serveur Redis, et j'ai pas touché au serveur de front. Comment on se protège de ce genre de choses? On filtre les URI qui peuvent être appelés. Là j'avais parlé d'HTTPS, etc. Mais ça doit être que HTTPS. C'est pas possible de faire du FTP ou des protocoles un petit peu bizarres. J'aurais pu faire du Gopher. Là, on a fait du dictionary. Et on filtre. Voilà, tu veux une image d'avatar, c'est que tel type. Et puis, c'est pas en local. C'est pas sur les URL locales. C'est des DNS, du coup, définis, etc. On sécure le serveur en interne, même surtout en fait s'il est en interne. Là, vous avez vu, j'ai pu taper dans le Redis sans login mot de passe. Ça arrive très souvent. Et souvent, on m'a dit, ça va, il est en interne, personne ne pourra aller dessus, etc. Pas forcément, avec une SSRF, on est déjà en interne. Aussi, on monitore les requêtes parce qu'on a dû faire tout un tas de requêtes avant de trouver celle qui répondait. Et si on fait du monitoring du coup de notre serveur, on va... Qu'est-ce que c'est que cette IP qui nous fait plein de requêtes toutes bizarres et là, on aurait pu stopper les requêtes. Et là, du coup, on a fait bien une traversée d'infrastructure, on est passé derrière. Parlant d'infrastructure, on va parler un petit peu de Docker. C'est quand même très utilisé. J'ai parlé principalement de deux éléments. Docker Socket et Privilege et Capabilities. Petit rappel sur Docker, du coup, c'est des apps qui fonctionnent avec des libs, du coup, qui échangent avec le Docker Engine, qui est installé du coup sur l'operating system, qui est installé sur l'infrastructure physique ou virtuelle, peu importe. L'objectif, là, c'est de cibler l'infrastructure, de prendre le contrôle de l'infrastructure. Donc de s'échapper du conteneur. On va faire un état des lieux de l'attaque. Du coup, le hacker a réussi à exécuter un shell du coup, sur notre conteneur. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. On a pris le contrôle et du coup, on a un shell. Et il est root. Donc soit le conteneur était déjà en route, méga mauvaise idée. Soit il a pu devenir root avec une privilege escalation. L'objectif, encore une fois, c'est de s'échapper du conteneur pour prendre la main sur la machine. Mettons que le conteneur il était lancé du coup à peu près de cette manière-là. On a monté un volume vers var run docker sock. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je pense qu'on commence à voir sentir venir la chose. C'est des choses qu'on peut monter des fois de temps en temps. C'est assez rare, mais du coup, si on le fait, et que le conteneur est compromis, c'est un socket, du coup on peut faire un curl en Unix socket. J'envoie curl Unix socket, du coup, donne-moi la liste des conteneurs en JSON, et là ça me répond. Et ça c'est vachement cool, ça veut dire que je peux discuter directement avec le socket Docker. Du coup, si je peux discuter avec, on va essayer de faire un truc cool. On va essayer de créer un nouveau conteneur qui va être un conteneur privilege, et du coup sa commande d'exécution, ça va être un bash en reverse shell. Donc du coup avec l'IP et le port qu'on aura choisi. On l'a montré tout à l'heure. J'envoie la commande, du coup, notre conteneur est créé. Il n'est pas starté. De mon côté hacker, je vais créer un processus d'écoute sur le port qu'on avait choisi tout à l'heure, en le créant. De là, je vais lancer un curl Unix socket pour starter le conteneur que je viens de créer, et pouf, je suis en route sur mon nouveau conteneur. Vous allez me dire, du coup, c'est cool, mais bon, tu étais déjà route sur le premier conteneur. Mais ce que je ne vous ai pas dit, ou ce que vous n'avez pas forcément vu, c'est que le conteneur, il est en privilège, celui que j'ai fait popper. Et ça, c'est très important. Les privilèges. Qu'est-ce que c'est les privilèges, du coup, au sens Docker? En fait, c'est les privilèges Linux. Il y en a une quarantaine. Et quand on est privileged, c'est des capabilities, quand on est privileged, on a toutes les capabilities. Et il y a 3 capabilities qui sont particulièrement importantes. Du coup, c'est la cap sysadmin, cap module et cap royo. On va essayer de jouer un petit peu avec la cap royo, qui permet un accès au hardware de la machine. Et donc, du coup, si on a accès au hardware de la machine, je peux faire une liste de disques, fdisk-l.
Du coup, j'ai la liste des disques qui sont sur la machine, physique ou virtuelle. Bah, du coup, là, j'ai plus qu'à créer un petit répertoire et je monte mon disque. Vu que j'étais root sur la machine, bah, sur mon conteneur, bah, du coup, je suis root sur le disque de la machine physique. Du coup, je suis root sur la machine physique. Petit rappel de l'attaque, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On était déjà sur un conteneur, on a pu créer un autre conteneur privilégié, on a listé les disques et on a monté le disque. De là, on a pu mettre sur la machine physique ou virtuelle, mais la VM du coup de notre serveur. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de ça? Bah, sauf exception, on monte jamais la socket. Vraiment très très mauvaise idée. Il y a ça arrive souvent pour faire du Docker in Docker, du coup, typiquement sur nos runners, c'est des choses dont on peut avoir besoin. On ne donne pas de privilèges du coup à nos conteneurs, c'est suffisamment sécurisé de base. Ça doit être vraiment l'exception de donner les privilèges. Et je l'avais déjà dit, mais du coup, exécuter les conteneurs en mode root avec l'utilisateur root, méga mauvaise idée. Là, on a facilité l'attaque. Ça n'aura pas, même si c'était pas root, ça peut ralentir du coup l'attaque. Il y a des hackers qui ont des niveaux de malades qui peuvent bypasser ça, mais ça les ralentit. On ne stockera jamais tout. On va parler un petit peu de réseau maintenant avec une faille assez rigolote, c'est la man in the middle, MITM. Alors on se dit c'est un truc de barbu avec des éléments très complexes à mettre en place et tout quoi. Bah pas vraiment. On va prendre un petit exemple. Mettons qu'on a un petit serveur PHP sur l'IP10 qui est super sécurisé, qui discute avec une base de données qui est elle-même aussi super sécurisée. C'est les serveurs principaux de l'entreprise avec son application principale, etc. Mais dans ce même réseau, aussi à côté, on a un petit serveur, du coup c'est le serveur du stagiaire ou c'est un gros legacy qui traîne. Bref, du coup, ils sont tous ensemble sur le même réseau. Mais il y a des deux éléments qui sont très très sécurisés qu'on ne va pas pouvoir attaquer. Puisqu'on parle réseau, je vais vous parler du coup du protocole ARP. Qu'est-ce que c'est le protocole ARP au niveau du modèle OSI? En fait, pour que deux machines communiquent du coup sur IP, quand une machine doit communiquer à telle IP, elle va faire une annonce sur le réseau. Hey, qui c'est qui a telle IP? Est-ce qu'elle peut me donner son adresse MAC? Et la machine avec l'IP concernée dit Hey, c'est moi, j'ai tel MAC, tu peux communiquer avec moi sur la couche 2 avec telle adresse MAC. Et donc, du coup, les deux machines vont stocker dans leur cache ARP les adresses MAC de chacune. Bah, c'est un petit peu avec ça qu'on va jouer. On va reprendre notre petit cas. Mettons qu'il y a un hacker qui a cassé le serveur du stagiaire. Voilà, il a eu son petit shell, comme on l'a vu. On va faire popper son petit shell. De là, quand il a son petit shell, il va installer deux choses, juste deux. Il va installer TCP-Dump. TCP-Dump, c'est une application qui, on lui refile du coup une interface et on peut en faire, bah, du coup, on va exfiltrer des informations, du coup, par exemple, vers un fichier. On aura pu faire un petit peu ce qu'on veut. Ensuite, on va utiliser un package qui s'appelle dsniff qui contient plein d'autres petits paquets avec des outils très intéressants sur le réseau. Premier élément, on va faire un TCP dump du coup sur l'Ethernet 0. Donc du coup, tout ce qui passera sur l'Ethernet 0, ce sera en écriture via un fichier capture PCAP qu'on peut voir avec Wireshark. Donc du coup, tout ce qui passera sur l'Ethernet du coup sera écrit dans ce fichier-là. Ensuite, on va faire un ARP spoofing, du coup, par exemple en visant le serveur PHP, en lui disant écoute IP10, si tu veux communiquer avec l'IP11, voilà mon adresse MAC, c'est à moi que tu dois envoyer. Et du coup, on va envoyer plein de requêtes. Au bout d'un moment, ça va faire sauter le cache. Et du coup, le serveur va les nous envoyer à nous. On fait la même chose avec le serveur SQL. Et du coup, il dit, écoute, IP11, si tu veux parler à l'IP10, envoie-les à moi. Ben, on voit le chemin, là. On a complètement détourné le chemin. Et du coup, toutes les informations transitent par moi. Sauf que vu que je les fais transiter et que j'enregistre ces informations, et ben, en fait, toutes les informations entre l'application et sa base de données vont dans le fichier. Voilà comment on exfiltre des données. Et on aurait pu aussi aller choper les informations à la volée pour les modifier. On voit dans notre trame Ethernet du coup passer une requête SQL, on peut aller modifier, se créer un nouveau utilisateur, modifier les droits, etc. On peut faire plein de choses très drôles. Là, j'ai vraiment pris le contrôle du coup du serveur SQL. Comment on se protège de ça? On chiffre les connexions. C'est tout bête, hein, mais là, bah, c'est cool, je peux me mettre entre les deux. Mais si les informations entre les deux sont chiffrées, bah, tu vois les informations chiffrées et tu n'as pas la clé. Bon courage. On utilise des VLAN aussi, ça c'était une très grosse bêtise, mais ça arrive malheureusement très souvent, que plusieurs machines soient sur le même réseau. Bah non, on fait de l'isolation. Voilà, le serveur principal de l'entreprise, il est entre tel et tel endroit. Et on ne fait pas autrement. On met en place aussi des pare-feux, l'IDS, IPS, du coup, on fait du zéro trust. C'est-à-dire que toute connexion doit passer par un pare-feu. Comme ça, l'ARP spoofing, il serait directement tué. Je vous ai parlé tout à l'heure du UID, on va parler un petit peu crypto, sans faire trop de maths, promis. On va prendre un exemple du UID, c'est Universally Unique Identifier. On va prendre un exemple d'un site web du coup, dont on peut faire le reset de mot de passe. Donc du coup, password reset, je vais rentrer mon email, je rentre un email, ça m'envoie un email du coup pour resetter le mot de passe. Du coup, je reçois bien dans ma boîte mail un email, donc c'est cool, déjà il ne m'envoie pas de mot de passe en clair, et ça existe encore. J'ai une URL, du coup on va voir un petit peu en plus en détail l'URL de reset. Donc on a mon site.fr/token et on a le petit token. On va s'intéresser un petit peu de plus près à ce token-là, on voit assez rapidement, parce qu'on a l'habitude que c'est un UID.
Mais est-ce que vous avez déjà fait l'exercice de décomposer du coup l'UID? On va le décomposer ensemble. Le premier élément, en fait, quand l'UID il est généré, en fait, c'est les 32 bits de poids faible du timestamp sur le calendrier grégorien. Donc c'est un timestamp du coup à la nanoseconde. Le deuxième élément, du coup, c'est les bits du milieu du timestamp. Ensuite, le troisième élément, c'est les bits les plus significatifs du timestamp. Et le premier élément, c'est la version de l'UID. On voit là, on a 1, donc on est sur l'UID V1. Il y a 8 ou 9 versions du UID. Souvent, on utilise la 4. Mais du coup, la prochaine fois que vous verrez un UID, vous allez voir, vous allez tout de suite regarder c'est quelle version. Et le troisième élément, c'est deux bits qui sont variants juste 8, 9, A ou B. Donc là, dans notre cas, on a A. Et ensuite, c'est le numéro de séquence de l'horloge. Le dernier élément, c'est l'adresse MAC de la machine. Donc quelque chose qui nous paraissait super aléatoire, au final, on peut voir en décomposant, en allant lire les RFC, que c'est pas super méga aléatoire. On va voir un petit peu le côté aléatoire de ça. On va voir les variations. Donc les 32 bits de poids faible du timestamp, du coup, c'est les nanosecondes, etc. Ça change pas mal. Ensuite, les 16 bits du milieu, ça change beaucoup moins. Ensuite, sur les 4 autres caractères, du coup, on a déjà un qui change suivant la version. Donc, du coup, celui-là, une fois qu'on l'a, on sait que c'est celui-là. Et il reste juste 3 caractères, du coup, à voir. Ensuite, on a le fameux 8, 9, A ou B. Et ensuite, le numéro de séquence de l'horloge. Et celui-là, il varie pas ou très très peu. Et ensuite, l'adresse MAC, pas besoin de vous dire que ça ne varie pas spécialement du tout. Et du coup, on arrive à un modèle qui est assez prédictible. On va faire un exemple pour essayer d'abuser de ce genre de choses. On va faire un petit script qui envoie une requête de reset de mot de passe pour l'administrateur. Donc, on connaît l'adresse mail, par exemple, admin@monsite.fr. Ça va lui envoyer un email, l'email que j'ai reçu tout à l'heure, mais à la limite, ça, on s'en fiche. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le retour du serveur sur notre requête HTTP. Qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder l'entête date. L'entête date, c'est la date du serveur, pile poil, avec les secondes. Et je pense que vous commencez à voir venir là les trucs. Parce que du coup, on va calculer tous les UID possibles autour de cette date que nous a répondu le serveur. Du coup, on va générer nos UID. Une petite centaine, ça suffit en général. Et on va envoyer plein de requêtes de reset avec notre token qu'on aura forgé. Et au bout d'un moment, on aura le token de reset, OK, assez simplement. Et du coup, on sera admin du serveur. Au revoir. Comment on se protège de ce genre de choses? On utilise des modèles cryptographiques qui sont solides. Là, l'UID V1, il est complètement claqué. Et du coup, sur les serveurs legacy, du coup, il ne faut pas l'utiliser, il faut l'upgrade. On contrôle la sécurité de la crypto. Quand on mettait en place une crypto sur vos applications ou sur votre infra, on contrôle est-ce que je prends un protocole cryptographique qui est sécure. Je vais me renseigner un petit peu, je remets en cause, encore une fois, ce que j'ai mis. Et on ne se fie pas à un pseudo aléatoire. Là, j'ai pris un exemple du coup assez bête, mais par exemple, en PHP, le pseudo aléatoire, il est un petit peu claqué, on peut le deviner assez facilement. Dernier élément, du coup, on va faire un petit peu de forensique, je vous avais promis ça, c'est une supply chain attack. Je vais essayer de passer assez rapidement dessus, parce que c'est assez simple, c'était vu sur beaucoup de conférences, et je vous invite à vous renseigner dessus. Mettons qu'il y a un développeur qui développe une application, et qui a besoin du coup d'une petite librairie. Il va aller sur GitHub, il trouve sa petite librairie, banner 1.0, c'est cool, ça fait ce que je veux. Donc c'est sympa. Et là, ce hack-là, du coup, il y a eu ça sur des dépendances NPM, etc. C'est des choses qui arrivent très très souvent. Il intègre la librairie à l'application, il la déploie en prod, donc du coup c'est cool. Mais mettons qu'un hacker arrive dans la danse. Il arrive à être maintainer sur le GitHub, forcément, il va créer une version corrompue. Il va faire une banner 1.1. Le développeur, il fait sa mise à jour du coup de l'application, etc. Une nouvelle mise à jour, du coup je vais mettre à jour, je vais prendre la banner 1.1. Je l'intègre à mon application, je la déploie en prod. Game over. Parce que du coup, on n'a pas vérifié nos dépendances et on a pris une dépendance qui a été piratée, sur cette version-là en tout cas. Et donc du coup, notre serveur est mis à mal. Comment on se protège de ça? J'en ai parlé du coup tout à l'heure. Dans notre CI, on fait une vérification des dépendances. C'est vraiment très important. Il y a eu plein de hacks là-dessus, notamment par exemple sur la faille XZ qui avait été expliquée du coup sur les talks, c'est Anatomie d'une faille. Ça avait été expliqué au Devox, je vous invite à la regarder, c'est vraiment très 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 important. Et du coup, on met aussi en place du coup, des cycles de mise à jour pour revenir rapidement en arrière. Ce genre de faille, ça peut arriver et ça arrivera, mais il faut pouvoir revenir en arrière, redéployer une nouvelle version assez facilement. On a vu tout un tas d'attaques, mais comment est-ce qu'on peut les connaître? Parce que là, on a fait vraiment à peine qu'effleurer la neige au-dessus de la surface exposée de l'iceberg, mais vraiment rien du tout. C'est assez profond. Et donc, du coup, comment on se forme la cybersécurité? C'est pour connaître du coup, de nouvelles techniques de piratage et pouvoir les contrer. On révise aussi nos basiques. On a parlé du modèle OSI, on a parlé du coup de HTTP, on a parlé de crypto. Et du coup, c'est des choses qui vont étendre un petit peu notre champ de compétences en tant que développeur, en tant qu'ops, pour remettre en cause un petit peu ce qu'on fait.
Comment on va se former? On va se former principalement sur les plateformes de CTF. Du coup, à travers des challenges ou des CTF, il y a plein de plateformes qui existent. Moi, je suis formé beaucoup sur RootMe, mais voilà, il y a TryHackMe, HackTheBox, Ringer Zero, etc., qui peuvent vous fournir des exercices au départ très simples. On se sent très très nul quand on commence la cyber, et au fur et à mesure, du coup, on remonte du coup en compétences. Il y a aussi des parcours de formation qui sont intéressants. Typiquement, BoardSuite, du coup, c'est fourni par Portswinger, pardon. Et du coup, ils fournissent des parcours académiques du coup, pour tester, pour monter en compétence sur la cybersécurité. Open Classroom fait ça très bien aussi. Il y a aussi des événements de CTF, du coup, il y en a un petit peu n'importe où dans le monde. Ça permet de voyager, c'est quand même plutôt cool. Et c'est que ce soit hors ligne, enfin en ligne du coup, ou en physique. Et c'est le jour, la nuit. Alors souvent, il y en a qui préfèrent la nuit, mais bon, le jour, c'est plus facile pour gérer ses enfants. Et du coup, on va rencontrer aussi beaucoup de hackers sur ces événements-là, des challmakers qui vont nous expliquer, bah voilà, j'ai fait ce challenge-là pour que les gens travaillent sur cette faille. Et le fait de travailler pour nous qui sommes côté Blue Team, je le répète, et bien du coup, nous, travailler sur une faille, ça va nous permettre de dire, ah ouais, ok, maintenant que je sais l'exploiter, comment je vais me protéger de ce genre d'attaque? Parce que ça, là, je ne la connaissais pas, ou elle est toute nouvelle. Et donc, du coup, comment je vais pouvoir remettre en question la sécurité de mon application pour la sécuriser un petit peu plus. On peut aussi le pratiquer à la maison, donc du coup c'est assez cool parce que du coup on va se faire popper des VM, etc. Ça permet de monter en compétence un petit peu en infra. Et c'est praticable quand on veut sur un environnement sécurisé qui est chez nous. Il y a un site du coup qui est Vulnub par exemple qui propose plein de VM qui sont vulnérables et du coup on peut s'entraîner à les casser. Et du coup dans notre idée c'est d'aller s'entraîner aussi à les protéger. C'est-à-dire je les casse de telle manière, ok mais comment j'aurais fait pour me protéger de ce type d'attaque? Il y a l'OASP aussi qui est très 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 intéressante qui propose JustShop. C'est une application du coup de vente en ligne, c'est du e-commerce, mais qui est pourrie de failles, de la plus simple à la plus compliquée. Et donc, du coup, ça permet de s'entraîner en local. On se fait popper un petit jeu shop et on va se dire est-ce que je suis capable de casser telle partie? Est-ce que je suis capable de casser telle partie? C'est fait pour. Pour ceux qui aiment bien l'Active Directory aussi, j'en ai peu parlé. Il y a le GOD du coup, qui est fait par Orange Cyberdéfense. C'est pour pratiquer l'Active Directory, c'est Game of Active Directory. L'Active Directory, c'est très utilisé en entreprise, c'est notre serveur principal. Et souvent, les admins ne sécurisent pas ça très très bien. Et on peut prendre le contrôle un petit peu de tout. On devient un petit peu Dieu facilement. Si on avait 3 choses à retenir du coup, de ce talk, c'est que la cybersécurité, du coup, c'est un enjeu majeur du coup, dans nos entreprises, pour les gouvernements, pour nos clients et pour les particuliers. C'est nos données à vous, moi, enfin c'est nos données à nous qui fuitent. Et du coup, c'est nous qui sommes les créateurs de ces applications qui peuvent porter des failles. Et donc, du coup, il faut savoir se remettre en question, dire est-ce que ce que j'ai fait, je suis capable de le craquer? Est-ce que quelqu'un de très, 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 très fort, du coup, un étatique, voilà, parce que dans les pays ennemis, etc., et bien, du coup, il y a des gens qui sont formés pour, qui font ça le matin. Enfin, là, toutes les failles que je vous ai montrées, ils font ça en dormant, en fermant un œil, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Il faut aussi pouvoir remettre en question la cybersécurité. On est développeur, on est ops, etc. On n'est pas expert cyber, on n'est pas pentester. Mais en ayant cette sensibilité, en se remettant en question, on dit là, il y a un truc qui me paraît pas clean. Même moi, je pourrais le casser. Donc déjà, on va le corriger. Et où il y a un truc qui me paraît pas clean. Enfin, je sais pas comment faire, mais ça me paraît être une porte ouverte à plein de choses. J'arrive pas trop à savoir. Et bien du coup, on va lever la main. On va agir en groupe, en équipe. On va aller demander au lead, on va demander à l'archi, on va demander au RSSI pour essayer de décider en groupe si on l'apprend ou pas, ou si c'est vraiment attaquable ou pas. Rien que le fait de se poser la question, et ça peut être le stagiaire du coin, comme le développeur hyper expérimenté, etc., juste le fait de se poser la question peut nous prémunir d'une attaque qui peut y avoir. On a vu des attaques, du coup, là, elles sont très très simples, et il y a des gros dégâts. C'est nos données, des fameux 19 millions de la NTS, du coup, c'est une attaque très simple que n'importe qui aurait pu faire. Et on agit en groupe, on lève la main au moindre doute. Il me reste à vous remercier. Du coup, je remercie aussi Softeam, RootMe pour avoir permis de monter en compétence du coup, sur la cybersécurité. Il y a plein de gens à suivre du coup, sur X ou sur LinkedIn. C'est plein de gens que je suis qui mettent régulièrement des nouvelles du coup, sur la cybersécurité qui nous permettent de se remettre en question et d'apprendre au fur et à mesure. On n'a pas forcément des formations de hackers. Et, voilà. Et je tiens à vous remercier, vous, du coup, pour votre écoute. Et je reste à disponibilité si vous avez des questions.